Alors que La République En Marche se voulait championne de l'équilibre budgétaire, le rapport annuel de la Cour des comptes fait état de l'insuffisance du gouvernement en la matière. Pire, l'effectif pourrait voir le déficit dépasser les 3% maximum exigés par Bruxelles. Objectif 0 SDF, Macron s'était engagé à enrayer la misère. Près de 2 ans après son élection, son bilan en la matière est bien fade. La tendance semble d'ailleurs être à la décentralisation de l'aide aux plus démunis. Mardi, Éric Tegner, ancien candidat pour la présidente des Jeunes LR et président de Racine d'Avenir, recevait Éric Zemmour pour un dîner débat, l'occasion de revenir sur l'avenir de la droite à quelques mois des élections européennes. Madame, Monsieur, bonsoir. Un rapport annuel de la Cour des comptes accablant pour la majorité. Alors que La République En Marche avait fait de l'équilibre budgétaire un point central de son programme, l'année 2018 a montré les limites de l'action gouvernementale. L'exercice 2019 pourrait tout simplement faire passer la France dans le rouge. Olivier Frère-Jacques. Un rapport de la Cour des comptes qui montre les faiblesses du gouvernement en matière de gestion des deniers publics. La Cour des comptes a rendu mercredi son rapport annuel pour l'exercice 2018. Un rapport en forme d'avertissement pour l'exécutif. Les sages de la rue Cambon y dénoncent tout bonnement des efforts fragiles et insuffisants. Ils demandent également, comme chaque année, un redressement des comptes publics. Au terme de l'exercice 2018, les déficits demeurent élevés et la dette publique augmente encore. Le déficit du budget de l'État français est porté à 76,1 milliards d'euros et se dégrade de 8,4 milliards par rapport à l'exercice 2017. Pour Eudes Beaufreton, directeur de l'association Contribuables Associés, ce rapport n'est pas une surprise et témoigne d'une mauvaise gestion de l'argent public. Une fois de plus, le rapport de la Cour des comptes démontre que les finances publiques et l'argent public sont mal maîtrisés par le gouvernement. Il y a eu beaucoup de promesses pour l'année 2018 et on se rend compte aujourd'hui que dans nombre de secteurs, les grandes réformes qui devaient être menées ne le sont pas. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis 2, dans une gestion courante, il y a encore de trop nombreux gaspillages. Alors, on le voit, de la situation d'EDF, avec une masse salariale aux effectifs pléthoriques, Radio France, il en va de même, etc., etc. Donc tout ça, c'est payé à la fin de la journée par le contribuable, et que à l'heure où il y a des augmentations de taxes dans tous les sens pour financer de l'idéologie, comme avec la taxe gasoil, la taxe carburant dernièrement, l'État devrait commencer par faire le ménage dans ses comptes. Une mauvaise gestion des deniers publics qui devrait s'aggraver avec l'exercice à venir. En effet, pour faire face à la grogne fiscale des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures, dont l'annulation des hausses de taxes sur le carburant, la défiscalisation des heures supplémentaires ainsi que la hausse de la prime d'activité. Le coût de ces mesures se chiffrerait à 11 milliards d'euros. Pour l'exercice à venir, la Cour des comptes pointe du doigt le fait que l'exécutif ne tient pas en compte la dégradation du climat international qui pourrait réduire encore plus la croissance. Des incertitudes existent également dans les effets des mesures fiscales concédées aux Gilets jaunes, mais aussi avec les effets du prélèvement à la source. Pour 2019, le déficit pourrait d'ailleurs être poussé à 3,2% du PIB, ce qui ferait sortir la France des exigences bruxelloises limitant le déficit à 3%, une première depuis 2016. Du côté du gouvernement, on préfère, à l'image du ministre de l'économie Bruno Le Maire, parler d'une dégradation ponctuelle, limitée et exceptionnelle.
Quoi qu'il en soit, le constat est aujourd'hui implacable. La France d'Emmanuel Macron est désormais l'un des pays les plus endettés de l'Union européenne, après la Grèce, le Portugal et la Belgique. Zéro SDF, Emmanuel Macron s'était probablement un peu emporté. 1 an et demi après ses déclarations, le bilan en la matière est loin d'être reluisant. Olivier Frère-Jacques. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. Un engagement parmi d'autres qu'Emmanuel Macron ne tiendra pas alors que la ville de Paris va compter ses sans-abri dans la nuit de jeudi à vendredi pour la 2e année consécutive. Grâce à la mobilisation de plus de 2000 personnes, les annonces présidentielles semblent aujourd'hui bien superficielles. L'an passé, la seule ville de Paris avait recensé plus de 3000 personnes vivant dans la rue ainsi que plus de 21 000 hébergés dans des structures d'accueil prévues pour l'hiver. Et si la capitale fait beaucoup parler d'elle pour cette initiative, d'autres villes se prennent en main pour faire face au problème de l'extrême pauvreté qui pousse des milliers de Français dans les rues. La ville de Grenoble, dans l'Isère, a également compté ses sans-abri la semaine passée. Fin mars, c'est la ville de Rennes, en Ille-et-Vilaine, qui fera une démarche analogue. Cette décentralisation de l'aide aux plus démunis se fait bien souvent sans moyens, les collectivités locales voyant leur budget et leur pouvoir s'amoindrir depuis plusieurs années. Des villes qui se prennent en main pour aider leurs pauvres et un rapport de la Fondation Abbé Pierre qui a de quoi inquiéter sur le mal structurel qui touche le pays. Selon cette association, 26% des sans-domicile nés en France sont d'anciens enfants placés en protection de l'enfance, ce qui représenterait plus de 10 000 personnes. Plus généralement, l'association évoque le chiffre de 4 millions de personnes mal logées, dont près de 150 000 sans-abri. L'incapacité de l'État à s'occuper des jeunes les plus démunis s'accompagne également d'un problème plus vaste du logement. Et pour cause, depuis 2009, les efforts consentis par les pouvoirs publics dans le domaine sont en baisse quasi permanente. Le secteur est en effet tiraillé entre une augmentation des prix dans les grandes villes et l'absence de politique permettant l'accès à la propriété privée. Un mal structurel donc, et une absence de vision à long terme, mais aussi une action gouvernementale illisible en la matière. Et pour cause, alors que la France compte 150 000 sans-abri, l'accueil de clandestins se poursuit toujours depuis le début du quinquennat Macron. Éric Zemmour chez les Jeunes Républicains. Mardi soir, Éric Tegner, ancien candidat à la présidence des Jeunes LR et président de Racines d'Avenir, avait convié l'écrivain polémiste à un dîner-débat dans la capitale. TV Liberté était sur place. Éric Zemmour ne finit plus de séduire la droite. Cette semaine, c'est à la rencontre des jeunes militants des Républicains, organisée par Éric Tegner, que le journaliste était attendu de pied ferme pour un dîner-débat. L'occasion pour tous de faire le point sur le paysage politique à quelques mois des élections européennes, alors qu'Emmanuel Macron remonte dans les sondages. On voit qu'Emmanuel Macron est en tête des sondages. Emmanuel Macron qui veut encore plus de fédéralisme. Emmanuel Macron qui veut noyer la nation française dans une grande Europe. Il parle lui-même de souveraineté européenne. Et je pense que c'est fondamental de rappeler que l'Union européenne, en tout cas l'Europe surtout, repose sur un socle et une civilisation judéo-chrétienne. Et Éric Zemmour est un des premiers à l'avoir rappelé. C'est un grand défenseur aujourd'hui de la nation française. C'est un grand défenseur de notre culture, de notre civilisation. Et c'est un des premiers à avoir alerté surtout sur le danger de l'invasion migratoire aujourd'hui qui s'opère en France, qui s'opère également en Europe. Une forme d'islamisation de la société avec des musulmans qui sont de moins en moins intégrés. Et c'était important pour nous, chez les Jeunes Républicains, de montrer que nous sommes une base de jeunes qui soutient totalement ce type d'idée défendue par Éric Zemmour, qui a une volonté réelle de renverser la table pour les élections européennes et qui veut enfin réconcilier le peuple et ses élites. Lorsqu'on voit qu'avec la crise des Gilets jaunes aujourd'hui, eh bien, il y a de plus en plus de divisions dans une société qui est de plus en plus fracturée depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Face à cet auditoire de jeunes attachés aux valeurs de droite, Éric Zemmour a voulu voir une touche d'espoir. Évidemment, il n'y a pas les jeunes, il y a différents groupes de jeunes, mais effectivement, j'ai le sentiment que c'est une génération qui est en train de s'émanciper du diktat des 68 arts. Et ça, c'est en effet, pour moi, un signe d'espoir. Il y en a peu, donc autant le prendre. Il faut dire qu'il existe un véritable engouement pour Éric Zemmour chez les jeunes. Vous savez, notre génération, elle est orpheline. Elle est orpheline d'idées, elle est orpheline de radicalité. Notre génération, elle est née avec le chômage de masse et aujourd'hui, elle subit l'islamisation de masse. Éric Zemmour a toujours su accompagner cette génération. C'est réellement un guide pour nous. Ce soir, on ne le reçoit pas simplement pour l'écouter, pour débattre. On le reçoit parce qu'on a besoin de l'écouter,
parce que surtout, on a besoin de voir qu'il y a une clairvoyance, qu'il y a un projet. Dans le fond, on dit souvent qu'Éric Zemmour est plutôt pessimiste, qu'il est défaitiste. Je ne crois pas. Éric Zemmour, il a compris que l'identité française, en tout cas la nation française, ce n'est pas simplement une géographie, ce n'est pas simplement des personnes, c'est avant tout une identité qu'on défend, c'est la capacité de rappeler aussi l'histoire de France. C'est ce qu'on va faire ce soir et d'une certaine façon, on va essayer aussi de faire vibrer un peu la culture française. Je pense important d'être témoin de ça, surtout à l'heure des élections européennes à venir. Éric Zemmour, c'est le penseur de la droite, c'est celui qui vraiment a repensé le logiciel et qui est capable justement de s'adresser à toutes les formations politiques de droite. Alors ce soir, évidemment, nous, on est chez les Républicains et Éric Zemmour est pour nous un modèle dans la façon de penser, mais il est aussi capable de rassembler toutes les différentes parties de la droite de par ses idées. Et en cela, je pense que oui, en effet, c'est un intellectuel aujourd'hui qui pèse beaucoup pour la droite française. Ce qui me plaît chez Éric Zemmour, c'est sa capacité à susciter le débat. C'est un polémiste qu'il reconnaît, je pense, volontiers. Et il fait réfléchir sur plusieurs sujets, notamment que ce soit l'identité française, l'histoire de France récemment avec son dernier livre. Et ça me plaît beaucoup, moi qui suis un passionné d'histoire, je trouve ça très intéressant. Empreint de cette volonté de réaffirmer les valeurs de la France, la majorité des jeunes LR présents à la rencontre voit le choix de François-Xavier Bellamy comme tête de liste aux élections européennes de mai prochain comme un signal positif. On attendait depuis plus d'un an un signe de la part de Laurent Wauquiez qui avait dit qu'il voulait une droite des valeurs mais surtout une droite des actes. Je pense que le choix de François-Xavier Bellamy, qui était d'autant plus clivant dans une période où il a fait face à une large polémique concernant notamment l'IVG et ses convictions sociétales, la volonté de Laurent Wauquiez de ne pas l'abandonner, de le choisir tête de liste, et cette volonté de s'affranchir dans le fond du diktat moral de la gauche qui a contaminé d'une certaine façon le centre droit et cette droite modérée. Donc je trouve que c'est un excellent signe. C'est un choix qui apporte de la jeunesse, c'est ce que les Français demandent beaucoup, mais c'est pas de la jeunesse pour de la jeunesse, contrairement à ce qu'a pu faire En Marche au moment des législatives en 2017. C'est une bonne idée, c'est assez astucieux politiquement, en tout cas pour l'instant, il faut quand même être assez prudent, on verra pour la suite, parce que François-Xavier Bellamy, c'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que lui, il a un positionnement politique qui peut rassembler, ou en tout cas montrer un pas vers l'alliance des droites qui nous est chère, nous, chez Racines d'Avenir. Mais il y a quand même derrière François-Xavier Bellamy toute une forêt, je dirais, de vieux sapins. Il a un profil d'intellectuel qui manquait quand même beaucoup à la politique et qui manque généralement à la politique française. Après, on jugera aux actes et à la campagne. Et ce serait bien qu'on commence à parler d'Europe plutôt que d'avortement. Il incarne de ce fait le renouveau dont la politique a vraiment besoin aujourd'hui. Il incarne aussi une droite des valeurs parce qu'il est quelqu'un de libéral conservateur, ce qu'on attendait depuis longtemps. Et justement, cette jeunesse dont je parlais permet de remettre au goût du jour le libéral conservatisme. Donc il est pour une droite entrepreneuriale sur le plan économique et conservatrice sur le plan sociétal, ce qu'on attendait depuis longtemps. Un nouvel élan est donc bel et bien donné du côté des jeunes de Racines d'Avenir. Reste à savoir si l'essentiel de la droite se laissera séduire. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Thomas Lerue. L'affaire Benalla navigue de l'Elysée à Matignon. La responsable du groupe de sécurité du Premier ministre, Marie-Élodie Poitou, a été entendue mercredi dans le cadre de l'enquête sur les conditions d'enregistrement de conversations accablantes entre Alexandre Benalla et Vincent Crass. La commissaire reconnaît avoir reçu Alexandre Benalla à son domicile pour lui apporter son soutien à titre personnel, mais nie avoir effectué ses captations sonores. Son compagnon Chokri Wakrim serait également impliqué dans un sulfureux contrat russe aux côtés de l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron. Nouveau départ à La République En Marche. Mercredi, le député de la première circonscription du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, a démissionné du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Dans un mail, le proche de Nicolas Hulot a déploré un échec collectif pas à la hauteur des enjeux climatiques, écologiques et sociaux. Un nouveau camouflé pour la majorité quelques heures après le vote de la loi dite anti-casseurs, où 50 élus marcheurs se sont abstenus.
François Hollande ne manque pas d'humour. Mercredi, lors d'une conférence à Sciences Po Paris, l'ancien chef de l'État a multiplié les petites provocations à l'encontre du premier secrétaire du PS, Olivier Faure, et du candidat à la présidentielle, Benoît Hamon. Entre le score obtenu à la présidentielle de 2017 et les prochaines élections européennes, François Hollande a dressé un bilan plus qu'accablant et remis notamment en cause la capacité du PS à rassembler. Une remarque directement destinée à Olivier Faure, qui envisage de se ranger derrière une autre formation politique pour les élections européennes. L'ancien président semble seulement oublier qu'il est le premier acteur de la chute libre des socialistes. Emmanuel Macron rappelle son ambassadeur en Italie. Après la rencontre entre le vice-président du Conseil Luigi Di Maio et des Gilets jaunes, le ministère des Affaires étrangères a rappelé son diplomate pour des consultations. Accusant Rome d'ingérence, la diplomatie française s'est vue répondre par le vice-président du Conseil italien que son pays ne voulait pas de conflit de personnes et que les polémiques ne l'intéressaient pas, tout en demandant à Paris de cesser de refouler les migrants à sa frontière et d'héberger des terroristes italiens. Le Québec s'attaque à la prostitution juvénile. Mercredi, l'adjoint parlementaire en matière de sécurité publique et ex-policier Yann Lafrenière a annoncé que son gouvernement demandait la création d'une commission parlementaire à cet effet. Un fléau présent à travers le monde entier et auquel le Québec n'échappe pas malgré l'adoption en 2013 d'un projet de loi visant directement les proxénètes qui abusent de jeunes femmes. Les statistiques avancées par Yann Lafrenière démontrent que près de la moitié des victimes de la prostitution sont des mineurs qui sont parfois très jeunes. Jean-Luc Mélenchon à contre-courant. Après sa rencontre avec Emmanuel Macron mercredi soir, le chef de file des Insoumis a rappelé son soutien au président vénézuélien Nicolás Maduro et son opposition à la reconnaissance du président autoproclamé Juan Guaidó. Pour Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas la France qui soutient les putschistes au Venezuela, mais seulement Macron. C'est pas une bonne chose de reconnaître un aventurier qui se proclame président de la République, comme l'a fait ce monsieur là. Où on va si on fait ça? Demain, M. Drouet sera président de la République, non? Si on utilise des méthodes pareilles, une manif, et derrière, on change le pouvoir. Mes chers compatriotes, c'est avec un très grand plaisir que je lance notre nouvelle chaîne de télévision, UPR TV. L'UPR lance sa Web TV. Mercredi, l'Union populaire républicaine a officiellement lancé sa chaîne de télévision sur Internet, baptisée UPR TV. Financée par ses adhérents et créée par des bénévoles, cette nouvelle chaîne propose des revues de presse et des entretiens, dont le premier est diffusé ce jeudi avec Étienne Chouard dès 20h. Une mini-gay pride dans la cour de récréation. En Norvège, des enfants de 4 ans ont peint des drapeaux arc-en-ciel lors d'un atelier scolaire pour célébrer la semaine de la diversité. Pour l'occasion, la mairie d'Oslo a même organisé une parade dans les jardins de la ville, au cours duquel les enfants ont défilé. Plutôt que d'apprendre les mathématiques ou l'histoire, les enfants norvégiens sont donc exposés et formatés dès leur plus jeune âge aux différentes formes de parentalité, homosexuelle et multiculturelle. Carambar fait son retour en France. Il ne s'agit pas d'une célèbre blague propre à la marque. Le groupe Carambar & Co, créé en 2017, a bel et bien décidé de relocaliser une partie de sa production dans l'Hexagone. Auparavant, en Europe de l'Est, le président du groupe Thierry Gaillard a assuré qu'il souhaitait désormais fabriquer français, reconnaissant un peu de patriotisme tricolore derrière ses manœuvres. Cette usine de 220 salariés rapatrie une partie de sa production de l'Espagne vers la Vienne pour des bonbons ou d'Allemagne vers le Loir-et-Cher pour les chocolats Poulain. D'autres relocalisations vers la ville de Strasbourg sont prévues d'ici février, moyennant un investissement de 35 millions d'euros. Un salon pour les passionnés de voitures anciennes. Jusqu'au 10 février se tient le salon Rétromobile à la porte de Versailles à Paris. Pour l'occasion, des milliers de voitures de collection sont exposées, dont une Alfa Romeo Berlinetta estimée entre 16 et 22 millions d'euros. Les voitures de collection, c'est un marché qui est très large déjà. C'est des voitures qui sont entre 5 000 et 20 millions d'euros, donc c'est vraiment différents marchés. Ils se portent bien, surtout pour les voitures exceptionnelles. Un propriétaire d'une 2 chevaux peut côtoyer un propriétaire d'une Ferrari, ils parlent le même langage. Il n'y a aucune jalousie, c'est vraiment le langage du véhicule de collection. Et dans un instant, notre Zoom du jour, spécialiste de la Russie et des pays de l'Est, Xavier Moreau revient sur 2 anniversaires marquants, les 5 ans des événements de la place Maïdan en Ukraine et les 20 ans des bombardements de l'OTAN contre l'ex-Yougoslavie. L'Ukraine est en train de vivre son expérience ukrainienne.
dans le sens où eh bien, il y avait toute une idéologie qui est née essentiellement dans l'ouest de l'Ukraine et qui était de développer une Ukraine, non pas même pas sans la Russie, mais contre la Russie. Et aujourd'hui, finalement, on comprend mieux la stratégie de Vladimir Poutine qui a été de dire vous avez fait la révolution, eh bien, allez-y jusqu'au bout. Et donc cette révolution qui a été téléguidée de l'aveu même de Victoria Nuland, qui a reconnu que ça avait coûté 5 milliards de dollars au département d'État américain, eh bien de l'aveu même des élites américaines, cette révolution est allée jusqu'au bout et elle est en train de détruire l'Ukraine. Et à partir de maintenant, vous retrouverez Immédiat tous les jeudis. Ce soir, pour cette nouvelle programmation, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent la possibilité d'un contrôle étatique de la presse, la tentative de perquisition à Mediapart et le soutien de certains médias aux représentants de la France à l'Eurovision, Bilal Hassani. On peut être objectif, essayer de ne pas mentir délibérément. Pas toujours le cas dans les médias, il faut bien le dire, mais on ne peut pas être neutre. Neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serait le point de vue de Macron qui serait au-dessus de tous les autres et qui devrait s'imposer. Ça s'appelle le totalitarisme, ça s'appelle la dictature Macron. Et je crois vraiment que notre pays est en train d'évoluer vers une dictature Macron, vers une macroncrature, et c'est extrêmement préoccupant. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Vous allez rire, enfin si ce n'est pas déjà fait, le défenseur des droits vient de s'inquiéter du fait qu'un cinquième des Français n'avait aucun accès à ce qu'on exigeait désormais de lui pour les moindres démarches. Je veux parler des téléphones portables qui reçoivent des codes et des messages de confirmation, des ordinateurs qui vous permettent de pointer à distance, d'envoyer des CV, de faire votre déclaration, de déclarer la perte de vos papiers, de réclamer une carte grise. Il est assez louable de se pencher sur cette France-là, c'est très à la mode, donc le monsieur qui défend les droits, Jacques Toubon, se réveille, il ne pouvait pas faire autrement, mais on aimerait rappeler quand même une poignée de détails quand même à son sujet. Quand on n'est pas né de la dernière pluie, donc quand on est de sa génération, on se souvient très bien qu'il a fait partie, ce Jacques Toubon, de la France administrative la plus cynique et la plus profiteuse pendant 45 ans, qu'il a fait partie de ces ministres qui partaient juste après le passage du photographe pour remonter dans leur Falcon Jet, en plantant là les administrés qui étaient venus présenter une requête ou dire un compliment, et que donc c'est un peu fort de voir que ce type à 74 ans nous fait le coup du « je suis proche des gens, je comprends leur misère », alors qu'il compte depuis toujours parmi les nababs de la République. Déjà, comme les journaux l'ont fait remarquer, quand on gagne 30 000 € par mois à 74 ans pour s'occuper des pauvres, il y a quand même un problème, mais lui, il nous dit qu'il n'y en a aucun. Eh bien, on va lui expliquer qu'il y en a un, en essayant de rester aimable et pittoresque. Par exemple, sans aller chercher très loin, je peux rappeler à cet ancien ministre que nous nous sommes croisés, lui et moi, il y a 30 ans, au micro de Jean-Pierre Elkabbach, un matin à 8 h sur Europe 1. J'étais là, moi, pour parler d'un livre où je disais « La vieillesse et pauvreté chez tous les hommes, mais chez ceux qui sont déjà pauvres, quand ils deviennent vieux, c'est une pauvreté au carré. » Et là, notre Jacques Toubon ne vous écoute absolument pas, ou plutôt il juge que votre discours est déplacé, il lit des notes pendant que vous parlez, pendant la coupure publicitaire, il se fait tutoyer par Elkabbach en bras de chemise, pour 5 minutes, sa voiture l'attend en bas, il fait son petit baratin chiracien pendant le journal comme un automate, et il s'en va sans avoir même croisé votre regard. 30 ans après, vous comprenez pourquoi, c'est qu'il devait se douter déjà, il y a 30 ans, que dans la vieillesse, il gagnerait en un mois ce que pour ma part, parvenu presque au même âge, ou peu s'en faut, je gagnerais péniblement en un an. Et qu'il toucherait en plus son pactole mensuel là pour s'occuper des pauvres dans un bâtiment situé à 2 pas de l'Élysée près des boutiques de parfumeurs et de la Maison Dior. Autre exemple, récent celui-là, votre serviteur toujours était invité par accident j'imagine, sur Radio Classique par Patrick Poivre d'Arvor, en fait parce qu'on se connaît un peu depuis longtemps.
Et là, je me mêle de défendre au micro la France qui a du mal, et j'explique qu'elle va se fâcher un jour. Je précise qu'on ne trouve pas beaucoup d'intellectuels qui puissent dire en toute honnêteté qu'ils ont gagné 2000 € par mois à peu près toute leur vie, et qu'il faut redouter le moment où les gens qui n'ont plus un rond vont s'appuyer sur les gens qui savent parler mais qui n'ont plus la parole. Là, à l'énoncé de ce chiffre de 2000 €, que visiblement les présents jugent très faible, on sent très bien qu'il y a un flottement, on ne fait plus partie de leur monde. Il y avait là un chroniqueur de Marianne, une chanteuse d'opéra, des comparses, et tous ces gens prenaient soudain conscience d'avoir invité quelqu'un qui n'était pas de leur monde, comme dans la France du XVIIIe. Vous savez, vous aviez un haut le cœur en vous avisant de la pauvreté du précepteur de vos enfants. L'évocation de la précarité, de la vieillesse, c'était le sujet de mon livre, risquait de choquer auditeurs et annonceurs, d'où le malaise. Alors vous allez me dire, où est le problème? Eh bien le problème, c'est qu'il existe une France disqualifiée pour s'occuper de l'autre, et même pour en parler, mais que c'est justement celle-là que l'on charge en ce moment de s'en occuper et d'en parler. Je vous rappelle que la dame que le gouvernement avait pressentie il y a quelques semaines pour animer le débat avec les pauvres gagnait un salaire mensuel 15 fois supérieur au minimum vieillesse. Jacques Toubon, donc 30 fois. Mais tout le monde trouve ça normal, et les intéressés au premier chef. S'il n'y avait pas des simples fouineurs comme moi pour l'avoir dit, la presse n'aurait rien publié à ce sujet. Eh bien, pour la fracture numérique, c'est pareil. Pour un quart des Français, tout est allé trop loin dans l'égoïsme m'as-tu vu. Ils ne suivent plus. Ils ne comprennent plus les papiers qu'ils reçoivent. Et la grande nouveauté, c'est qu'après avoir été accablés par la honte de ne pas suivre, de ne pas être au niveau, désormais, ils s'en prennent à ceux qui ont relevé la barre. Alors on va me dire, et on me dit parfois dans les dîners, ne me dites pas que vous les approuvez. J'ai pas besoin de le dire. Ils l'ont très bien compris. Il suffit de voir le nombre d'abonnés. À bientôt, merci. Le supplément féminin du Figaro, toujours en peine de renouveler son style, publiait récemment une grande enquête sur les femmes qui regardent du porno. Le journal ne manque pas de présenter la pornographie comme le fin du fin de la libération de la femme, de la capacité au plaisir ou encore, bien sûr, de l'ouverture d'esprit. Avec une bonne conscience purement affligeante, l'article accumule les propos faussement ingénus, assimilant le fait de regarder du porno à la consommation d'un carré de chocolat. Et à ce moment de la lecture, nous ne pouvons que nous remémorer la phrase sublime de Michel Audiard « Les CONS, ça ose tout, et c'est à cela qu'on les reconnaît ». En fait de témoignages sympas que l'on découvre dans le journal, se cache une réalité implacable que le ton de l'article essaie de masquer. Regarder du porno, c'est sombrer dans une spirale du toujours plus violent, du toujours plus trash, qui n'a pas grand-chose de sympa. En réalité, ce terrible engrenage est d'ailleurs avoué par l'une des interviewées qui explique innocemment que les images classiques ne lui font désormais plus rien et qu'elle est à la recherche du toujours plus extrême, banalisant ainsi la consommation matérielle du pornographique. En fait, l'article se fait le complice d'une incitation dramatique à la débauche. Un petit porno de temps en temps, cela fait du bien, il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est une rhétorique bien huilée et bien connue qui a déjà fait ses terribles preuves dans le domaine de la drogue. Un petit joint de temps en temps, oh, cela fait du bien, il n'y a pas de mal à se faire du bien, franchement. Sauf que tous les cocaïnomanes et tous les héroïnomanes ont commencé par le cannabis. Il n'y a pas de frontière entre les drogues douces et les drogues dures, de même qu'il n'y a pas de cloison étanche entre le porno chic et le porno trash. Il est bien triste de constater que l'étiquette chic du Figaro, un quotidien et un hebdomadaire censés être le reflet d'une certaine pensée de droite, sert à légitimer un contenu dévoyé pour assouvir les fantasmes de pseudo-libération d'une bourgeoisie amorale qui court aveuglément après une dépravation venue de la gauche. N'hésitez pas à m'écrire et à très bientôt.